Bonsoir Emma. Bonsoir. Oh, bonsoir. Le grand Rodgers. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir grand Rodgers. Bonsoir Emma. Bonsoir Merlot. Bon, comme j'aime à le dire, fois de plus vous vous retrouvez dans l'œil de Viali, où je fais mes analyses, je donne mes opinions et j'explique aux amis qui durant la semaine ou sur une période sont venus à moi pour s'interroger sur certains faits. Je vais commencer ce soir par déjà vous souhaiter une très bonne fin d'année parce qu'on est en train de rentrer dans le mois de décembre et ça veut dire que tout peut aller très vite jusqu'au fait. Tout peut aller très vite pour tout le monde. On peut ne plus s'écouter tellement tout le monde est occupé. Mais bon, parlons foot. Voilà, on sort d'une semaine qui se termine avec les matchs de Ligue des Champions et les matchs d'Europa League. Sans compter qu'avant ça, il y a eu les matchs de Ligue des Nations et j'ai pas fait de vidéo pour parler de ce que je pensais de la Ligue des Nations parce que elle a beau être une très grande compétition, la Ligue des Nations, mais elle n'est pas encore assez, je sais pas comment appeler ça. Elle n'est pas encore assez ancrée dans les mœurs du football pour qu'on puisse se dire avec ou sans, ou bien s'appuyer uniquement sur cela. Je crois même pas que ça peut déjà hausser la valeur marchande d'un joueur. Bon, c'est vrai que c'est, comme j'ai écouté dire un agent, aujourd'hui tous les matchs, même amicaux, sont devenus des très grands arguments pour avoir un œil assez attentif sur les valeurs marchandes des joueurs. Bon, donc, qu'on le dise, qu'on soit honnête, c'est là à son poids. Alors, je vais pas être long comme j'aime à le dire. Les directs, je les aime pas longs. Je les aime pas longs parce que s'ils sont longs, quelqu'un qui arrive après, qui n'a pas eu le temps d'être ponctuel au rendez-vous comme il est là, moi par exemple, quand je trouve un direct en retard et que je clique dessus, je vois 1 heure, 2 heures, c'est lourd. J'arrive pas, j'ai directement la flegme. Alors que si je trouve un direct qui est rationnel, alors je peux le suivre. Donc d'emblée, je vais parler je commence par des individus. Je vais parler là tout de suite de trois entraîneurs. Jürgen Klopp, Pep Guardiola et Mourinho. Alors, on est là. On est déjà à un trimestre des championnats européens. Donc, on peut en toute aisance avoir son avis sur ce qui va se faire cette saison ou bien sur ce qui est en train de se faire. Je ne parle pas des mérites aujourd'hui. Je m'arrête à Pep, Klopp, Mourinho. Alors, ces trois entraîneurs, ils ont ceci de commun que ces trois entraîneurs du championnat anglais, ces trois entraîneurs qui ont la plus grosse valeur marchande actuelle sur le marché. Et je vais m'appuyer, j'ai écrit dans l'œil l'autre jour, la Premier League, une grande arnaque. Et il y a des gens qui m'ont dit, non, Viali, tu peux pas dire que la Premier League, c'est une arnaque, tu peux pas dire ça et tout et tout. Ben, j'ai rigolé, c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Historiquement déjà, on ne peut pas être le plus grand championnat du monde qui fait des si grosses valeurs financières. Les droits d'image anglais sont carrément folles. On ne peut pas avoir un championnat qu'on dit être le plus grand du monde et gagner une Ligue des Champions tous les 15 ans. On ne peut pas. On ne peut pas dire être les plus grands entraîneurs de ces grands clubs-là et pêcher tous les jours un peu plus. Alors, je vais m'attaquer d'emblée à Pep. Entraîneur que j'admire terriblement. Certes, il entraîne aujourd'hui le club rival d'un club que j'ai toujours aimé, d'où j'ai rêvé de jouer, Manchester United. Je vais m'attaquer à Pep. Je m'attaque à Pep parce que il est beau de réécrire le foot. Il est beau de redessiner le foot. Il y a moins d'un an, j'étais encore celui-là qui vantait Pep parce qu'il me mettait Silva à la récupération. Mais Silva aujourd'hui qui fait 33 ans pratiquement.
Tu ne peux pas continuer en Ligue des Champions parce que vous vous dites, ok, le championnat de France, il n'est pas haut. Tu joues Lyon 2 fois et tu es à la ramasse. On ne peut pas jouer au football, même si on rêve de possession, si on n'a pas de joueurs pour défendre. On va me dire, mais Pep, à l'époque au Barça, il gagnait, est-ce qu'il avait vraiment des défenseurs? Mais c'est faux. Il avait des gars rugueux derrière. Tu avais Piqué à l'axe, avec Puyol, qui étaient des solides. Tu avais sur les côtés des joueurs de Dani Alves, Abidal, qui étaient des rageux. Tu avais à la récupération, même s'il n'était pas titulaire, Yaya Touré, que son temps de jeu, il te bouffe. Il avait assez d'énergie pour bouffer des ballons au milieu de terrain. Tu avais Seydou Keita qui bouffait des ballons au milieu de terrain. Sérieusement. Tu avais Busquets qui, jusqu'aujourd'hui, reste dans ce qui est purement espagnol, le meilleur récupérateur. Alors, tu ne peux pas t'engager à Manchester City où tu as une défense qui est l'équivalent du budget du Cameroun. Tu me joues des matchs sans milieu défensif, tu viens affronter Lyon comme ça, dans un schéma où Lyon a saturé son milieu de terrain, tu n'as même pas un milieu défensif. Et ça dure, ça commence à durer où tu t'appuies sur un joueur comme Fernandinho, j'ai rien contre le mec, mais qui a montré les fichiers du championnat anglais, tu termines une saison. Fernandinho n'est jamais parmi les 5 meilleurs récupérateurs de Premier League. Il n'est pas un relanceur, c'est pas le meilleur relayeur de l'histoire du football. Et il pêche même en équipe du Brésil quand il est titulaire. On a vu à chaque fois qu'il a joué les matchs du Brésil en tant que récupérateur, quand Casemiro n'est pas là. Ça ne marche jamais. Ça veut dire que c'est un joueur qui a ce côté humain, qui a ce grand côté professionnel, qui fait que ces différents entraîneurs l'ont accepté, qui sait s'adapter à un système, mais ce n'est pas un crack. Ce n'est pas un joueur avec qui on tire forcément une équipe vers le haut. Et ça, il ne faut pas de magicien pour le savoir. Alors Pep, tu ne gagneras personne, tu ne gagneras rien tant que tu penseras que le foot, on se limite à la possession. Et comme en face de nous, on ne peut pas avoir des gens qui vont faire quelque chose. C'est douloureux, tellement douloureux parce que Lyon te marque le second but de Lyon, par exemple, sur 3 passes. Le premier but de Lyon, c'est 4 passes. C'est tellement facile, ça veut dire qu'il suffit de sauter des lignes. Tu n'as pas une équipe où un seul joueur est concentré. C'est ce que ça veut dire au final. Alors, moi je me dis, ben, Pep, oui c'est vrai, tu es en train de réécrire le football. Ton mentor, c'est l'homme qui a inventé le football total, Johan Cruyff. Toi, tu es arrivé, tu as dit, ok, non seulement tu feras le football total qui était basé sur les attaques rapides de Johan Cruyff, tu es en train de faire le football total avec la possession. Pep, à un moment, tu ne vas pas me dire que tu as juste des mecs qui sont capables de faire du jeu sans savoir défendre. Ce n'est pas le football. Ils doivent être capables de défendre. C'est ça. Le foot, c'est qu'il faut avoir des joueurs qui sont aussi capables de défendre. Il faut avoir des joueurs qui sont capables de défendre. Dans le football aujourd'hui, Golo Kanté, ce n'est pas de fruit de hasard. Le petit Ndombele à Lyon, qui a été un malheur pour toi, ce n'est pas un hasard. Vidal, malgré qu'il est boudé au Barça par Valverde, mais il commence à devenir titulaire parce que ce n'est pas des hasards, c'est des gars qui empêchent à l'équipe adverse de construire. Ben, Pep, tu comptes tellement sur la position de balle que tu ne veux plus jouer. Alors, je comprends pourquoi Liverpool te fait de la peine. Parce que Liverpool aussi a appris à tenir le ballon. Du coup, Pep n'arrive plus à dominer Liverpool à tous les coups. Il a écrasé Conte parce que Conte refuse la possession. Et je vous jure, Pep aura du mal à chaque fois qu'il rencontrera des équipes qui ont la possession. Je comprends pourquoi son City n'a jamais pu passer Barcelone quand ils se rencontrent. Parce que Barcelone connaît la possession. Et il suffit, les équipes de Pep aujourd'hui, la remarque que tu peux faire, c'est que sans ballon, ils ne savent plus jouer. C'était ça son problème déjà avec Rummenigge. Il faut qu'une équipe sache jouer sans ballon. Sans ballon, les équipes de Pep ne savent pas jouer. Et aujourd'hui, le marché du foot est tellement onéreux que pour bâtir une équipe qui tiendra le ballon à tous les coups, comme le veut Pep, il faut avoir une équipe constituée que de cracks. La preuve, après le match, il est déjà derrière le petit Oua de Lyon. Il faut l'acheter. Or, ce petit n'est pas un pur défensif, c'est un relayeur. Il va rentrer dans le moule Pep. Il va devenir un relayeur à la Silva qui sait se porter vers l'avant, mais qui sait plus rentrer, récupérer les ballons. Or, à Lyon, aujourd'hui, il est titulaire parce qu'il sait relayer et il sait récupérer des ballons. Pep t'enlève la capacité de récupérer des ballons. Pep t'enlève cette capacité qui est de récupérer des ballons. Alors, je dis, pour pas être long, Pep, tu gagneras rien cette année. Simplement parce que tu ne peux pas être le meilleur en possession et ne pas avoir des joueurs qui savent défendre. Alors, quand tu arriveras dans le dernier carré de la Ligue des Champions, tu trouveras des équipes qui ont des joueurs de niveau. Tu ne pourras pas défendre, tu seras battu à l'usure. Je vais à Klopp.
Et je suis fier que Tata Vivi soit là. Je vais à Klopp parce que je vais faire une remarque. Depuis que la Ligue des Champions est terminée et que le Real a gagné, j'ai vu les mouvements, les transferts qu'a fait Klopp, les joueurs qu'il a achetés et ceux à qui il a dit la porte vous est ouverte. Et je me suis dit, Klopp, j'ai fait un post dans l'œil où j'ai dit Klopp, l'ombre d'un doute. Et mon doute part d'où? Mon doute part du fait que Karius, qui était devenu son titulaire indiscutable en voyant Mignolet, qui faisait carrément de la concurrence à Courtois en équipe nationale de Belgique, parce qu'il faisait un bon parcours à Liverpool avec Brendan Rodgers et autres. Depuis l'arrivée de Klopp, Karius, avec qui il est devenu son titulaire. Moi, j'ai vu, Karius est arrivé aujourd'hui, il est au Fenerbahçe. Les bourdes qu'il fait au championnat turc, tu te poses une seule et unique question. Comment est-ce qu'un gardien de ce niveau a pu être titulaire à Liverpool au point d'être titulaire à une finale de Champions League? Tu te demandes le message que Klopp a voulu passer à Mignolet. Ça rejoint le même message. Quel message avait-il voulu passer à Sakho? Au point de faire partie Sakho, recruter un Matip qui est préférentiellement un milieu défensif et en faire un défenseur central. Aujourd'hui, après la blessure, c'est un milieu défensif. Il n'a plus, je pense qu'il n'a plus les repères pour être défenseur central et du coup, Matip ne joue pas. Pourtant, milieu défensif dans ce Liverpool, à la récupération, je préfère 10 fois Matip à Henderson. On ne peut pas être capitaine de Liverpool, on joue 90 minutes, on fait des passes latérales. Je connais Henderson, ça dure de 4 ans. Depuis Steven Gerrard est parti, ce gars ne te fait pas une relance, il ne te récupère pas un ballon en puissance. Mais il est quoi pour être capitaine de Liverpool? C'est un brave au vestiaire ou quoi? Parce que je ne vois pas, il n'apporte rien de spécial. Klopp, tu ne remplaces pas un Firmino, qui est le seul qui arrive à tenir la défense de Paris Saint-Germain, qui arrive à imposer techniquement et physiquement le duel à Thiago Silva. Et Kipembe, qui le fait même reculer. Tu l'as fait sortir, on a vu, dès qu'il est sorti, Kipembe a fait 5 pas en avant, il a muselé ton gaucher de Salah. Et ce Salah aussi, qui joue le haut niveau et qui est plus mou que moi qui suis à la retraite. Aucune présence physique. Paris a dominé. Moi, donc je disais pour Klopp, l'ombre d'un doute parce que tu ne peux pas avoir un gardien du niveau de Karius, en faire un titulaire à une finale de Champions League et la perdre et les gens sont étonnés. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné. Tu n'achètes pas un Fabinho pour venir faire le plein dans ton milieu de terrain et sans raison, rien occulte, tu dis il trouvera le bon niveau et le gars ne joue pratiquement pas. Mais Fabinho, on l'a tous vu en France. Il mérite mieux que le banc de touche. Et il mérite mieux que le banc de touche de Liverpool. Si les titulaires doivent s'appeler Ederson ou Milner. Ok, je préfère même Milner, il est au taquet, il est au taquet, il est au taquet. Mais Wijnaldum qui joue l'Hollandais, très fin, mais il n'est pas forcé. Je ne le vois pas trop au-dessus de Fabinho. Et quand, dans un match contre Paris, la blague du siècle, quand je vois aussi Paris qui joue à domicile, qui après 30 minutes laisse le ballon à l'équipe adverse et va rester sur sa ligne arrière, et que tu gardes ça là sur le terrain, tu fais sortir Firmino, qui est au duel physique, qui a l'astuce, qui a le génie, qui peut faire la passe, qui sait tout faire. Tu gardes ça là parce que tu attends l'éclat du génie. Non mais ça là, ça se voit, il est trop... C'est un opportuniste joueur, c'est pas un créateur, c'est pas ce joueur là qui va te faire une bataille acharnée mentalement et tout. C'est un gars, l'équipe marche bien, il marche bien. L'équipe ne marche pas bien, il fait pas le miracle. Et c'est ça là, mais tu l'as gardé. Alors, pour moi, il est clair que Klopp a beau être un entraîneur qui sait mettre des dispositifs tactiques comme tous les entraîneurs allemands. Et si vous regardez les documentaires sur la formation du football allemand, vous allez voir que, comme Nagelsmann, qui n'a que 30 ans et qui est déjà très grand coach, les coachs allemands seront braves comme ça pendant encore même 15-20 ans. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils feront du miracle. Tactiquement, l'école d'entraîneurs allemande a pris du temps à bâtir des tacticiens vraiment forts. Avec une très grande psychologie du vestiaire. On le voit avec Klopp, on le voit avec Tuchel, qui est arrivé, tout le monde disait mais c'est qui Tuchel? Il arrive à mettre d'accord tout le vestiaire du Paris Saint-Germain. Il a même mis en duel Rabiot que tout le monde a esquivé, mais lui, il l'a mis au pas. Donc, tactiquement, les Allemands sont forts. Mais après, l'intuition, l'instinct qui fait les grands coachs, qui font des personnes à part, comme quelquefois José Mourinho, dans ses beaux jours, comme Pep, quelquefois, ou comme l'ont été
Conte à la Juve de temps en temps, qui me faisait des remplacements en 3 minutes, les gars qui rentraient faisaient la différence. Donc Klopp pour moi aujourd'hui c'est le grand tacticien, mais il a des fissures. À des moments il lit le match comme n'importe qui, ou bien il n'y voit carrément rien. Donc moi je trouve que Klopp, l'ombre d'un doute, parce que on ne peut pas se tromper. Il y a des postes où on peut se tromper. Tu peux te tromper sur un attaquant qui n'est pas vraiment fort mais qui assure. Mais te tromper sur un gardien toute une saison jusqu'à une finale de Champions League, je dis bien, il y a l'ombre d'un doute. Bon, maintenant Mourinho. Moi, je parle de Mourinho. Aujourd'hui, ce que je dirais de Mourinho, et en passant, je dis Liverpool sera éliminé parce que c'est automatique que le Paris Saint-Germain va aller gagner son match de l'autre côté. Quand je parle maintenant de Mourinho. Mourinho, c'est de sa saison. Je suis inquiet parce que Mourinho est en train systématiquement de bousiller des footballeurs et ça détruit l'essence du football. Mourinho est en train de... Je suis fâché, en fait. Mourinho est en train de pourrir l'univers du football. Et les blessures qu'il laisse dans le foot sont tellement béantes. Ça tue le côté magnifique du football que je m'en inquiète. Ok, le monde super capitaliste du football fait que on ne peut pas toujours pointer le grand homme du doigt. Parce que, comme il a dit l'autre jour, pour ceux qui aiment les statistiques, ça fait 14 saisons qu'il passe les poules de Champions League. Et l'unique fois où il ne les a pas passées, il a joué l'UEFA et il a gagné. Non, pour dire les stats, personne ne peut nier que statistiquement, Mourinho c'est un crack. Mais on paye des tickets, on paye des abonnements, on paye Internet, on paye tout pour suivre des matchs de foot. C'est pour voir quelque chose, c'est pour apprécier, c'est la passion, c'est pour être heureux de regarder un match. C'est comme si tu allais à un match de boxe, les deux rentrent dans le ring, chacun reste dans son coin. À la dernière minute, le gong qui arrive, ils le font pendant jusqu'au 9e round. Un s'élève et donne un petit coup de poing à la poitrine, l'autre s'assied et on dit tel a gagné. C'est ce que Mourinho nous propose dans le football aujourd'hui. Parce que s'il faut faire une petite genèse, Schweinsteiger, avec tout ce qu'il a fait au Bayern de Munich, est arrivé à Manchester. On ne saura jamais s'il était à niveau ou s'il n'a pas été. Mourinho l'a carrément envoyé en équipe B. Roné, on ne saura jamais s'il était plus à niveau ou s'il n'était pas. Mourinho se cachait derrière. Parce que l'unique saison où il joue sous Mourinho et qu'il joue assez, il fait 29 matchs et il réussit à rester dans sa moyenne de 11 buts, qui était une moyenne de sa carrière. Parce que c'est un joueur vieillissant. Au lieu d'avancer comme d'autres, il a reculé. Il était milieu presque défensif. Milieu défensif. Il était dans la moyenne d'un joueur de son âge. Avec ça, Mourinho a réussi à le pousser à la sortie. L'arrivée au Real, il ne dira jamais si Raoul était fini ou pas. Mais il a poussé Raoul à la sortie et on a été surpris que Raoul a fini 3e meilleur buteur du championnat allemand à Schalke en faisant 22 buts sur 34 matchs de championnat joués. Donc tu te dis, ben, nous c'est quoi le truc? Il nous a juré qu'Iker Casillas ne valait plus la peine. Il a fait partie Casillas pour faire confiance à un gardien qui venait de Villarreal, qui a même joué ici, un certain Lopez qui a joué même au Milan ici. Ben ce Lopez, ben, on se demande où est-il passé? Tellement nul au Milan que c'est le petit Donnarumma de 16 ans qui est venu de l'équipe, même pas réserve, mais de l'équipe de moins de 19 ans qui est venu devenir titulaire devant lui. Donc écoutez un peu. Ben, ce gars te détruit des joueurs. Il a fait partie, le jeune Ivoirien Eric Bailly de Villarreal pour Manchester, où il lui dit écoute, tu es un crack et tout et tout. Et dit que ce petit était pressenti au Real de Madrid où il devait venir être la relève qu'on rêvait après Pépé. Ramos, Varane et lui étaient un peu le futur. Non, le petit a dit, ok, Manchester, c'est un beau challenge, j'y vais, j'aurai du temps du jeu. Mais il n'y a jamais plus joué que Nacho en a joué, qui est venu après lui en a joué. Jamais, bah, il n'a jamais assez joué. Il est allé prendre Lindelof, où il nous disait à Benfica, ce gars est le meilleur défenseur que l'Europe a eu ces 20 dernières années. Ben, le Suédois avec lui, malgré ce gros match que le petit a fait à l'aller contre la Juventus de Turin, à la fin du match, tout ce que Mourinho a dit, c'est dit que Chiellini et Bonucci devraient aller à Havre et enseigner comme le rôle de milieu de défenseur central. Pourtant, tu as ton joueur qui a été carrément à leur niveau dans ce match. Il fustige, il ne tire que sur son ambulance chaque fois, Mourinho. Alors moi, je trouve, c'est plus un grand entraîneur. J'aime mal quand un club comme Manchester est encore prêt à mettre 110 millions d'euros à ce mercato pour qu'il renforce une équipe
où il a un Alexis Sanchez qui fait 29 millions annuels et qui n'a que 17 minutes de match tous les jours. Qui ne sait même plus comment on se place sur un terrain et dit que ce petit portait Arsenal tout seul. Donc, à un moment, je dis Mourinho, avec lui, ce n'est plus l'ombre d'un doute comme avec d'autres. Mourinho est en train de pourrir le football, je sais pas. Il veut nous amener dans un truc comme le basket américain où les plus braves, c'est les statistiques. Non. Le football, c'est un sport, c'est un jeu, comme disait Romario. Si on s'arrête de s'amuser, on s'arrête de faire le foot. On s'amuse plus avec Mourinho. On s'amuse plus. Il y a des petits comme Rashford qui venaient si fort, mais tu vois leur croissance bloquée parce que l'entraîneur n'a plus rien à leur offrir que de leur enseigner. Rentre défendre. C'est chiant. Ça, c'est la part des entraîneurs, des 3 que j'ai choisis pour ce direct, qui émettent un doute. Pep a encore des lacunes défensives aujourd'hui, énormes. Il a beau acheter tous les grands défenseurs par le nom, mais on voit bien que dans son entrejeu, son désir de possession fait qu'il n'a pas de défensif. Et il a un milieu de terrain que n'importe quelle équipe peut mettre en difficulté. N'importe quelle équipe, avec des joueurs en confiance, peut mettre en difficulté. Klopp, c'est vraiment l'homme d'un doute. Super tacticien, mais pas toujours très brave dans le vestiaire parce que il arrive à faire partie ou à faire venir des joueurs que chacun peut douter. Parce que tu ne peux pas faire venir Fabinho, tu ne peux pas faire venir les Shaqiri. Et j'ai oublié même de vous dire, depuis un certain temps, il a fait reculer Firmino. Et tout le monde lui dit, mais écoute, les chiffres du gars ne sont plus bons depuis que tu l'as fait reculer. Il dit, non, mon problème n'est pas qu'il ait des grands chiffres de buteurs, c'est qu'il l'équilibre qui nous permet de bien jouer. Mais Liverpool de cette année ne joue pas mieux que celui de la saison dernière. Ça veut dire que ton schéma, il n'est pas le bon. Ton schéma, il n'est pas le bon. Il n'est pas le bon du tout. Alors, il faut revoir ça. Bon, donc Klopp, je commence à émettre un doute. Pas tactiquement, parce que tactiquement, il sait faire des dispositifs. J'ai même un doute au niveau où la communication, le message, parce que tu as des joueurs comme Moreno chez lui qui sont, ce petit espagnol est allé au banc de touche sans motif et dit que l'année passée, il était titulaire indiscutable. À un moment, tu sais pas. Il est plus dans l'humeur. Ben, Mourinho, c'est la catastrophe. C'est le destructeur du foot du 21e siècle. Là. Laisse tomber au nom de ma mère. Détruis le foot. Maintenant, je vais parler d'un autre cas qu'un ami m'a posé comme question et il fallait que je me renseigne en semaine dessus. J'ai pu avoir quelques infos. Le cas Isco. En fait, Isco passe une période hyper stress au Real de Madrid parce que après le départ de Zidane, Lopetegui, sélectionneur national, avait déjà dit pour le mondial à Isco, écoute, tu seras le dépositaire du jeu parce que c'est sur toi que je baserai mon jeu. Donc Isco allait au mondial avec Lopetegui étant un joueur qui partait avec une grosse confiance pour faire une grande compétition et améliorer son statut. Ça, c'était la vision de Lopetegui. Et dans la foulée, Lopetegui préfère même l'équipe du Real à l'équipe nationale et abandonne l'équipe nationale. Alors, et dans son discours, il continue de dire à Isco, écoute, tu seras la tour, tu seras le pilier du système Lopetegui dans ma phase offensive. Et après Lopetegui au Real arrive, c'est pas forcément le même discours qu'attend Florentino Pérez. Pour Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo parti, le crack s'appelle Bale. En fait, ce président a toujours cru en Gareth Bale. Donc, du coup, le début de saison ne donne pas raison à Lopetegui. Les résultats ne sont pas là, mais Isco est son titulaire. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais Isco, il ne peut pas être titulaire, il est en surpoids et tout. Non. Souvenez-vous que Isco a fait sa préparation comme tout le monde. Il a eu ses 22 jours de vacances quand il est rentré du mondial. Il a fait la préparation normale comme tous les joueurs du Real. Il n'était pas en surpoids au début du championnat avec Lopetegui. C'est après le départ de Lopetegui, entre le discours du président Florentino Pérez qui voudrait que le joueur idéal soit Bale, en qui il a toujours cru pour remplacer Cristiano Ronaldo, et Lopetegui qui voulait faire de son pilier de jeu Isco. Dans la foulée, les résultats ne suivent pas. Donc, ni le joueur du président n'est à niveau, ni Lopetegui et son schéma n'arrivent à donner les résultats. Donc, du coup, Isco voit venir un nouvel entraîneur, Santiago Solari, qui vient prendre une équipe qu'il faut sauver. Du coup, le gars, son souci premier n'est pas offensif. Son souci premier, pour maintenir l'équipe à flot, c'est d'être sûr, même si je ne peux pas gagner, il ne faut pas que je perde.
C'est le meilleur discours. C'est le discours minimum. Et c'est celui que je réclame à Thierry Henry, à Monaco. Quand on prend une équipe qui souffre, on ne vient pas pour gagner. On vient, on dit, écoute, je stoppe la saignée. Si je ne peux pas gagner, il faut non plus que je perde. Ça, c'est la philosophie avec laquelle j'aurais voulu que Thierry Henry rentre à Monaco. Pour dire, écoutez, ne m'attendez pas avec des victoires éclatantes, mais soyez sûr d'une chose, je ne perdrai pas. Je suis de tout cœur que Thierry Henry me garde les bus devant les goals de Monaco. Qu'il enchaîne des nuls qui lui sortent de la zone de danger, qui joue les contres, et qu'après il mette son schéma. Quand il aura un début de saison, il aura une équipe qu'il aura bâtie de ses mains. Donc Lopetegui parti, Isco arrive avec Solari qui commence à trouver, écoute, ton repositionnement, tu dois être dans un rôle de couloir où tu dois être défensif et tout, la stratégie. Il est gonflé, le petit. Il est mal, il se prend un coup de stress, prend du poids, il n'a plus la tête. Et dans le vestiaire, il ne partage pas toujours sa bonne humeur. Et le coach le ressent. Voilà, ça frictionne entre eux. Et c'est comme ça que ils sont allés même peut-être, je paraît-il, à un clash. Donc le coach dit, écoute, tu ne vas pas m'empêcher de faire mon travail d'intérimaire qui est devenu principal aujourd'hui jusqu'à 2021. Va au gradin. C'est pour ça que le dernier match contre la Roma, il était au gradin. Donc ça, c'est le cas Isco. Que les gens ne disent pas que son surpoids est dû au fait qu'il ne travaille pas. Non, il s'entraîne, mais il est stressé. Il n'avait pas un surpoids en début de saison. Donc il faut comprendre, c'est des êtres humains, ils sont choqués. Et ça arrive, quoi. Ça arrive. Ça, c'est le cas Isco. Bon, maintenant, je vais parler de l'Olympique de Marseille qui a été la risée du net ces jours-ci. On ne dit pas... On ne va pas dire qu'il y a Dieu dedans, vraiment. L'Olympique de Marseille m'inquiète parce que depuis l'arrivée de Garcia et sa mise à l'écart de Bedimo, c'est pas parce que Bedimo est camerounais, hein. J'avais vu Amavi jouer, en Angleterre, j'ai vu Amavi retourner en Ligue 1 et j'ai dit aux gens, avant qu'il n'aille en Angleterre, on l'aimait, on disait c'est un jeune, il a de la vitesse, on voyait sa vitesse, un peu comme on voit celle de Mendy aujourd'hui à Lyon. Il est allé en Angleterre, il n'a jamais pu étoffer, il n'a jamais pu avoir cette carapace physique qui fait le championnat anglais. Il a été rapatrié à Marseille. Alors, et j'ai dit aux gens, ok, Bedimo, peut-être sa tête à lui ne plaît pas à Garcia, ça c'est un autre discours. Mais Amavi n'est pas le joueur qu'il faut. Moi je vous dis, Amavi, même Evra en méforme, parce que les médias ont décidé de faire d'Evra un joueur en méforme et tout. Amavi n'est pas du niveau de Patrice Evra. Evra a 3 Amavi dans chaque jambe, même à 40 ans. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que Amavi, il lui faut une concurrence. Mais quand tu vois les gens qu'on sollicite comme concurrence pour Amavi, c'est des gens qui viennent pour jouer. Moreno ne va pas venir de Liverpool être la double d'Amavi. Niveau de jeu, il est supérieur. Vécu de jouer, il est supérieur. Voilà, donc, Amavi, je doute et j'ai toujours douté. Comme un joueur qui est là pour aider une équipe à grandir, oui, il est au bon endroit. Mais, excepté cela, ce n'est pas un joueur qui doit être titulaire dans une équipe comme Marseille, qui veut être dans les 3 places françaises pour avoir accès à la Ligue des Champions. Non. Tu vas à l'Axe, tu as des joueurs comme Rami, Rolando. Ben, c'est clair, tu ne peux pas. Mais Abdenou, ces 3, vu leur passé, vu leur parcours, ne sont pas forcément à niveau. Si Rami a un alibi, si Rami a une excuse, les autres ne sont pas à niveau. Et quand derrière eux, tu as Celtic qui a toujours été en jambe de championnat de France avec Bordeaux et autres, je pense, moi, que Garcia aurait gagné à donner beaucoup plus de confiance à Celtic sur la durée. Ou bien à Celta, ce croate qu'ils ont pris et qui est une arnaque. Je crois qu'ils auraient gagné. Il aurait gagné à mettre plus de confiance à ce gars. Ou carrément se passer de tous et fabriquer le petit Camara parce que le petit a un potentiel. À droite, tu as Sakai, le japonais, il est indiscutable, c'est un bon joueur. Mais ça reste des joueurs des clubs du ventre mou du championnat. On ne va pas me dire, tu prends Sakai pour être sûr que tu vas titiller Lyon, tu vas titiller Paris Saint-Germain. Non, ça reste des joueurs braves pour des équipes qui, s'ils atteignent la 5e place, c'est parfait. S'ils ne l'atteignent pas, va bien. Mais quand on joue à Marseille et qu'on pense qu'on peut gagner un trophée, ne serait-ce que la Coupe de la Ligue française fin de saison, ça, c'est pas la défense qu'il faut. Ok, derrière Mandanda, il est le titulaire, mais on se souvient que Pelé aurait pu jouer sa finale d'Europa League
Dernière minute, il a fait le parcours. Mandanda est venu jouer la finale. Ça reste au travers de la gorge. Parce que quand tu vois le ballon qu'il prend sur cette passe-retour de Luis Gustavo, il y a carrément un manque d'envie. Ça veut dire, de loin, tu regardes et tu comprends que les gars sont plus motivés. Il y a un problème de motivation. Ça, c'est Marseille. Maintenant, je vais au projet. Tu prends Zubi. Zubizarreta, c'est quoi son histoire? Ce fut un grand gardien de ce championnat espagnol de Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne dans des époques où l'équipe nationale d'Espagne n'était pas un foot de guerre. Et là, tu le prends directeur sportif de Marseille, on dit non, il va aider à avoir les réseaux espagnols. Mais ça commence à durer, le gars, ça fait deux saisons et demie. Qui est-ce qu'il a ramené? Moi, Diali, je ne suis pas aussi grand que lui, mais il y a une liste de joueurs en Europe, en perte de vitesse, qui auraient pu servir à Marseille, ne serait-ce qu'en prêt, pour asseoir leur image et attirer des joueurs. Je dis bien, ils sont pleins de joueurs en perte de vitesse qui ont juste besoin d'être à Marseille et de retrouver la bonne voie. Quand vous laissez Tottenham prendre un joueur comme Chicharito, qui aujourd'hui ne s'en sort même pas là-bas, Chicharito aurait été un bon attaquant pour l'Olympique de Marseille. C'est indiscutable. Plutôt que de... Ce que vous avez mis pour Mitroglou, c'est ce qu'on a mis pour le prendre en Allemagne. Vous aurez pris Chicharito. Il a besoin de se retrouver. Michi était chez vous depuis ce balade à Chelsea pour les prêts et tout et tout. Vous pouvez le prendre en prêt, Michi. Il retourne à la maison, c'est une maison qu'il connaît. Ce sera toujours beaucoup mieux pour lui. Milieu défensif, vous avez fait partie Zambo. Pour 30 millions, c'est assez. Vous avez des joueurs qui connaissent bien un peu la Ligue 1, comme le jeune Doram à Monaco, où il n'est pas titulaire indiscutable et qu'on fait même des reculés en défenseur central. Vous le prenez à Marseille, il va donner le meilleur de lui-même. C'est indiscutable. Ça, c'est pour dire vous n'avez pas besoin d'aller prendre à l'étranger. Vous avez des joueurs en France qui ont un vécu que vous pouvez tirer à Marseille. Vous êtes accroché à Balotelli. Dernière minute, vous lâchez. Balotelli aurait été vraiment utile pour l'Olympique de Marseille. J'ai dit, il y a tellement de joueurs en Europe en perte de vitesse que je ne comprends pas pourquoi Marseille ne s'y intéresse pas. Il y en a tellement. En Italie, en Angleterre, en Espagne, plein des joueurs qui méritent d'être sur le terrain. Le dernier prêt de Gonalon à Séville, vous aurez pu essayer Gonalon. Qu'on dit ce qu'on veut, excepté ses blessures. Moi, je suis à la Roma, j'ai vu ses matchs à la Roma. Il n'a pas joué à la Roma parce qu'il arrive, il trouve un De Rossi qui a encore envie du terrain tous les jours. Mais sinon, ce Gonalon, il est intéressant comme milieu défensif. Il sait se placer, il sait ce qu'il a à faire. Vous savez, il y a tellement de joueurs qui ont besoin de retrouver de la confiance et qui sont dans ces clubs-là, dans ces grands clubs qui ne jouent pas. Vous pouvez les faire revenir. Vous pouvez, vous, Marseille, quand vous laissez partir un joueur comme Toko Ekambi, qui, jouant dans un modeste club du championnat de France, a réussi à faire une si grosse saison, vous ne le laissez pas partir. Vous ne le laissez pas partir, vous prenez Toko Ekambi, et il va vous faire une saison, il va vous faire des choses. Prenez des joueurs. Et il y en a plein. Il y a le petit Diarra Ouara à Napoli. Vous prenez ce petit à Naples. Il est brave. Il est brave comme milieu de terrain. Vous prenez un prêt. Il y a les joueurs comme Renato Sanchez au Bayern de Munich qui n'ont pas de temps de jeu. Vous le prenez en prêt. Ils n'ont pas le niveau qu'on attendait d'eux, mais c'est des gars qui arrivent à Marseille. L'envie de bien faire pour qu'on leur fasse titulaire dans des clubs d'origine va faire que ces gars vont te faire des grosses saisons. Le projet, à mon goût, aurait voulu que les premières saisons, vous prenez des gars en prêt, des jeunes, qui auront même envie après de dire, écoutez, je ne pars plus. Pour bâtir. Marseille, pour moi, a faussé partout. Mais avant de fausser, j'ai toujours été un qui ne croit pas au coach de Marseille. Parce qu'en Italie, ce monsieur nous a fait 10 victoires avec la Roma. C'est-à-dire 32 pour les 30 premières journées. Et il a fini 3e de championnat italien. Et quand mais depuis ce temps-là, j'ai compris que non, Garcia, c'est bon qu'il retourne en France. Il n'est jamais un fautif en plus. Ses conférences de presse, c'est toujours les arbitres, c'est toujours l'arbitrage, c'est toujours le terrain, c'est toujours l'équipe adverse. C'est jamais lui dans ses mauvais choix, c'est jamais ses joueurs qui ne sont pas à niveau. Donc, c'est inquiétant. Et j'ai un problème avec lui. Garcia est arrivé, il y a quelques joueurs, quelques jeunes qui montaient. En dehors d'Anguissa qui est vraiment monté, qui est parti dans un club qui joue la relégation en Angleterre. Lui, personnellement, il n'a fait grandir personne.
Il ne fait grandir personne. Il ne fait grandir personne. Donc, je commence à croire que l'Olympique de Marseille a un sacré problème. Quand on a un projet, il faut faire grandir des gens. On ne va pas dire que le PSG n'a pas fait grandir des gens. Aurier, nul n'était son attitude, est parti grand. Il aurait pu devenir très grand à partir du Paris Saint-Germain. Rabiot, aujourd'hui, s'il réclame 10 millions annuels et 10 millions de primes de signature au FC Barcelone, c'est parce qu'il est devenu grand. Il y a les petits sauts qui sont là aujourd'hui. Ils sont grands. Ils ont, grâce au Paris Saint-Germain, c'est des petits qui ont une valeur aujourd'hui sur le marché des joueurs. Alors donc, je ne suis pas d'accord avec la politique de Marseille. Elle n'est pas bonne, elle ne rassure pas. Et c'est un projet qui danse parce qu'ils mettent de l'argent, ils ne gagnent rien pour pouvoir en compenser. Et ils ne fabriquent pas un joueur qui pourra valoir quelque chose. Malgré les efforts qu'Ocampo fait, personne ne peut payer Ocampo à plus de 15 millions. À part si Piniza passe par là. Donc, il y a ces réalités-là. Moi, je commence à croire que le projet Marseille a un souci, il a du plomb dans l'aile. Il faut revoir ce projet. Et il faut le stabiliser. Le stabiliser passe par faire venir des joueurs en prêt qui ont une image, qui donnent une image sur une saison et qui motivent des gens à venir des saisons d'après. Je ne connais pas quelles sont les intentions de Thierry Henry. Et je pense que j'aimerais qu'il le fasse parce que faut être... C'est un peu... Je vais pas ricocher, c'est un peu comme ce rôle de directeur sportif qu'on donne à Abidal au Barça. Il ne pourra parler qu'avec quelques joueurs français. Si en Italie, personne ne connaît Abidal. C'est qui Abidal? C'est pas des gens qui ont un nom fort. Zubizarreta été un gardien, mais c'est pas Oliver Kahn. C'est pas Peter Schmeichel. Donc, il reste un type qui a un carnet de visite pour tout ce qui a été autour du Barça, autour de la Masia et un peu en Espagne. Il a des réseaux là. Mais, dit qu'il a des réseaux dans l'univers du football, je ne pense pas. Et les résultats sont là. Il prend personne. Il ne te sort pas un joueur du Mexique. Il ne te sort pas un joueur... Pourtant, aujourd'hui, le championnat brésilien, même la deuxième division brésilienne, produit des joueurs qui font de très bonnes choses en Turquie. Moi, je regarde le championnat turc. Et on te dit, c'est les gars qui n'ont jamais joué en première division au Brésil. Donc, Marseille a encore les capacités d'aller prendre une frange des joueurs d'un niveau assez modeste. Et qui sera un niveau, qui sera des petits qui veulent franchir un palier. Il a fait grandir. Mais je dis une fois de plus, Garcia n'a jamais, ne fait grandir personne. Peut-être Gervinho. Je crois que le seul joueur qui l'aura fait grandir vraiment que je connais, c'est Gervinho. Mais du reste, Gracia. Et j'ai toujours dit, c'est un entraîneur plus chanceux que talentueux. Parce que on ne peut pas être finaliste d'Europa League et l'année suivante sortir de l'Europa League avec un point. C'est la même chose que Klopp va vivre cette année. Être finaliste de la Ligue des Champions et sortir en poule. Dans une poule où tu avais le Paris Saint-Germain, le Napoli. On va me dire qu'il était confronté à deux grandes équipes. Non, mais Napoli ayant changé d'entraîneur, rien ne prévoyait que Ancelotti va réussir à faire quelque chose au point de bousculer cette hiérarchie. Ou simplement, il faut dire Ancelotti est plus grand que Klopp. C'est vrai. Historiquement, CV et tout, il est plus grand. Mais Klopp avec les cartes en main, ça fait 3 ans qu'il est à Liverpool. Je crois que la machine est huilée. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans ce direct. Je vous remercie pour ceux qui ont été là. Je ne vais pas être long parce qu'il faudrait que ceux qui n'ont pas pu être là, comme nos amis Prince Galant et autres aux États-Unis, ou Tina qui travaille de nuit, que quand ils retournent, qu'ils puissent avoir le feedback en toute aisance. Je suis avec vous et comme je le dis une fois de plus, je vous ai dit, j'avais un pari avec un sponsor qui voudrait que je fasse un peu plus. Donc, je vous invite à faire des publications au maximum de tous les sujets, mais je ne parle que football. Désolé, je ne peux pas. La CAN, j'ai appris, j'ai lu que le Cameroun n'organisera pas la Coupe d'Afrique pour des raisons sécuritaires. Je suis bien triste. Et peut-être il y a un volet politique derrière cela. Vous savez, la rigueur dans l'œil, c'est que l'œil, on ne parle pas politique. Ici, c'est foot. Je ne parle pas politique. L'information, c'est que le Cameroun n'organise pas la CAN 2019. Et pour des raisons sécuritaires. Alors, j'en reste déçu. J'ai rien à dire de plus dans l'œil sur ce sujet-là. Donc, merci à vous qui avez été là. Merci Emma, merci Tata Vivi, Georges Steele, Ted,
Du moins, tout le monde, je ne vais pas citer tout le monde. Vous avez été nombreux à être là. Le grand Roger Fedmba, tout le monde. Donc, je dis merci. Et à la prochaine. Et je vous attends en inbox. Si quelqu'un a besoin de savoir quelque chose, comme on l'a toujours fait, qu'il me contacte et je fouille en semaine et je programme un direct et on en parle. Merci bien. Ciao, ciao.